En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Yves Camus, spécialiste de la droite radicale, et Pascal Perrineau, qui normalement sera en duplex avec nous, politologue et professeur à Sciences Po. Alors que nous saurons cet après-midi qui de Laurent Wauquiez ou de Bruno Retailleau l'emportera pour la présidence des LR, nous évoquerons ensemble l'avenir de la droite en France, mais aussi en Europe. Car c'est également ce dimanche qu'on aura le verdict de l'élection présidentielle en Roumanie et celui des élections législatives au Portugal. La Pologne vote également pour le premier tour de la présidentielle. Dans chacun de ces pays, la droite nationaliste pourrait réaliser une percée selon les sondages. Quelle droite pour la France de demain entre le bloc central et le bloc national? Existe-t-il encore une place pour la droite classique? LR devra-t-il nécessairement choisir entre l'union des droites et l'union avec le centre? Qu'en est-il en Europe? Les droites populistes et nationalistes sont-elles l'avenir du vieux continent? Tout de suite les réponses de Jean-Yves Camus et on l'espère Pascal Perrineau en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Jean-Yves Camus, bonjour. Bonjour. Ravi d'être avec vous. Je crois que Pascal Perrineau va nous rejoindre dans un instant. Il tente de se connecter. Jean-Yves Camus, on va parler des droites ce matin avec vous. De l'élection LR d'abord. Vous êtes plutôt spécialiste de la droite radicale, mais la droite traditionnelle existe encore avec une campagne où elle a de nouveau fait parler d'elle. Est-ce qu'elle a encore un avenir, cette droite-là? Je pense que oui, je l'espère. La droite traditionnelle, il faut maintenant la définir, elle est éminemment plurielle. Libérale, conservatrice avec un trait d'union entre les deux, dit Chantal Dessol. Elle doit se défendre sur son flanc droit face à des partis souverainistes, nationalistes, qui grignotent une partie de son électorat, qui ont le désavantage sur cette droite traditionnellement associée au pouvoir depuis longtemps de n'avoir pas l'expérience précisément de la conduite des affaires. Et puis, elle n'a pour l'instant plus trop à se garder sur sa gauche parce que la social-démocratie est assez mal, en tout cas ici, mais à l'avenir, les choses peuvent évidemment évoluer. Je crois que ce qu'elle doit faire avant tout, cette droite, c'est se redéfinir, faire un effort idéologique de retour sur soi et d'autodéfinition, de façon à montrer qu'elle a un contenu, qu'elle a un projet et qu'elle n'est pas seulement associée à la gestion des affaires, parce qu'elle ne peut pas gagner durablement en se contentant de dire que ses adversaires ne savent pas gérer et qu'elle est naturellement, faite pour le pouvoir. Faite pour le pouvoir, comme si au fond il y avait une sorte de lien naturel entre la droite et le pouvoir, bien que ce soit, si l'on regarde l'histoire de la France, tout de même un petit peu le cas. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis, d'ailleurs. C'est ce qui se passe aux États-Unis, cet effort de redéfinition idéologique des droites. Vous diriez que Donald Trump, au-delà de sa personnalité, a réussi une reconfiguration idéologique, intellectuelle de la droite, notamment en direction des classes populaires. Ce qui manque aujourd'hui à la droite classique par rapport au Rassemblement national, c'est ce fameux bloc populaire. C'est pas Donald Trump lui-même qui a réussi ce tour de force-là, ce sont des gens qui sont autour de Donald Trump, et notamment une série d'intellectuels conservateurs, trop mal connus ici. Je pense à Patrick Deneen, je pense à Adrian Vermeul, à ceux qui réfléchissent sur une forme de communautarisme chrétien. Il existe autour de Roderer toute une école particulièrement intéressante à ce sujet. Et j'ai l'impression que, en fait, oui, il y a une reconfiguration intellectuelle aux États-Unis.
Et aux États-Unis, il y a une autre option qui est celle de l'union des droites. Est-ce que c'est inévitable ou l'union avec le centre? Est-ce qu'à un moment donné, entre les deux blocs, la droite ne va pas devoir choisir, ou est-ce que vous pensez qu'elle peut exister par elle-même si elle fait ce travail de reconfiguration? J'ai toujours dit que si la droite rentrait dans un accord national avec le RN, elle y laisserait à plus ou moins long terme énormément de plumes. D'abord parce que l'accord se fera nécessairement aux conditions de celui qui arrivera le premier. Je ne suis pas certain que ce soit LR. Et ensuite parce qu'elle y perdra son identité. Vous avez suivi la campagne. Est-ce que ce travail de redéfinition n'est pas déjà, d'une certaine manière, en train de se faire avec une droite qui est malgré tout assez différente? On a l'impression qu'il y a une ligne quand même tout de même plus cohérente qu'elle n'était, par exemple, quand Valérie Pécresse était candidate. Il y a incontestablement, chez Bruno Retailleau en particulier, un effort d'affirmation des principes, un effort d'affirmation intellectuelle. Le problème est de savoir si l'homme trouvera son public, si vous voulez. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Il a une charpente intellectuelle et une manière de dire, depuis le poste gouvernemental qu'il occupe, qui est, je crois, assez mobilisatrice à droite. Maintenant, reste à voir s'il trouvera cet électorat populaire qui, pour l'instant, regarde plutôt vers Marine Le Pen et ou Jordan Bardella. Je crois que Pascal Perrineau nous a rejoint. Vous m'entendez, Pascal ? Très bien. Mais merci, bonjour Pascal Perrineau. Bonjour. On parle de la droite ce matin. Jean-Yves Camus nous parlait justement de Bruno Retailleau. Vous avez suivi la campagne LR. D'abord, est-ce que ça a été une bonne campagne? Et est-ce que selon vous, Bruno Retailleau a déjà gagné, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Écoutez, la campagne n'a pas dérapé comme certaines campagnes antérieures des Républicains, où ça tournait très vite à la foire d'empoigne. Les arguments échangés n'ont jamais dérapé sur le terrain personnel. Laurent Wauquiez, certes, a fait un procès permanent à Bruno Retailleau en lui disant qu'on ne pouvait pas être à la fois dans un gouvernement Bayrou et en dehors pour prétendre aux destinées de LR. Mais à part cela, c'est une campagne qui est restée une campagne de bonne tenue. Pour la prévision, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que tous les instruments d'observation sont des instruments d'observation qu'on a sur les sympathisants, c'est-à-dire les électeurs qui déclarent dans les enquêtes se sentir proches des Républicains. Et là, il n'y a pas photo. Bruno Retailleau est très en avance, aussi bien parmi les sympathisants LR que parmi les électeurs républicains par rapport à Laurent Wauquiez. Mais ceux qui votent, ce sont les adhérents. Il y avait 40 et quelques mille adhérents avant le lancement de la campagne. Et le phénomène très étonnant, c'est qu'en effet, les adhérents ont triplé. Mais nous n'avons pas pour l'instant la réponse au profit de qui? Parce que quand on regarde le taux d'adhésion dans les différents départements français aux Républicains dans les semaines dernières, on s'aperçoit qu'il y a des terres qui sont à la fois des terres très proches de Bruno Retailleau, comme les terres des Pays de la Loire, bien sûr sa Vendée-Chérie, mais il y a, quand vous regardez par exemple les zones de Rhône-Alpes, d'Auvergne, il y a également des progressions extrêmement fortes des effectifs, et là on est plutôt dans des terres qui sont favorables à Laurent Wauquiez. Cependant, j'aurais tendance à dire que quand il y a un tel mouvement d'adhésion qui tout d'un coup propulse le LR aux environs de 150 000 adhérents, c'est le reflet d'un mouvement d'opinion. Et le mouvement d'opinion, il y en a un au profit de Bruno Retailleau, il n'y en a pas au profit de Laurent Wauquiez. Pascal Perrineau, vous l'avez dit, un mouvement d'opinion qui propulse le parti à 150 000 adhérents environ. Est-ce que ça dit que cette droite est encore vivante? C'est la première question que j'ai posée à Jean-Yves Camus. Est-ce que la droite LR a encore un avenir, ou est-ce que finalement
finalement, bon, c'est un sursaut militant, mais pas forcément encore un sursaut dans le pays? Alors, il y a un frémissement bien au-delà des adhérents en termes électoraux. Si vous prenez les dernières élections partielles, et particulièrement les législatives partielles, vous apercevez qu'absolument partout, il y a une hausse sensible, parfois aux alentours de 10 points par rapport aux dernières législatives, de celles et ceux qui représentent les républicains sur le terrain. Donc, LR, dans son espace, qui est l'espace des droites et du centre-droit, a encore une existence. Je ne dirais pas tout à fait la même chose, par exemple, aujourd'hui, on verra demain, après le Congrès, pour le Parti socialiste dans l'espace des gauches. Oui, il y a une attente par rapport à LR, et on le voit aussi par le fait que les républicains, quand vous descendez de la France nationale vers la France locale, la France des régions, des départements, vous apercevez qu'aujourd'hui, les républicains, c'est le premier parti. C'est-à-dire, c'est un parti encore très actif sur le terrain municipal, sur le terrain des départements, sur le terrain des régions. Donc, il y a un électorat latent, simplement, personne n'a su, ni Valérie Pécresse, ni Laurent Wauquiez, mobiliser dans une période récente ces électeurs. Pour l'instant, on a l'impression qu'il y a, oui, depuis octobre dernier, un phénomène Retailleau. Phénomène Retailleau, Jean-Yves Camus, vous partagiez ce point de vue, tout en disant qu'il avait peut-être pas encore finalement complètement la capacité de parler à tous les électorats. Qu'est-ce qui lui manque justement pour parler à ce bloc populaire? Est-ce que son défaut, c'est qu'il est trop classiquement conservateur? Est-ce que c'est le fait qu'il appartient au gouvernement Emmanuel Macron et que du coup LR et lui-même sont identifiés à la majorité, enfin à l'ancienne majorité pour le coup? Il fait tout de même largement entendre ses différences. Non, il a peut-être une difficulté à parler à l'électorat populaire, qui est le reflet de sa personnalité. C'est un homme que je trouve extrêmement courtois, extrêmement pesé. Ses déclarations sont souvent très incisives, mais sur un plateau de radio ou de télévision, c'est quelqu'un de tout à fait, encore une fois... peut-être pas assez populiste pour l'époque. Oui, enfin, il ne coupe pas la parole de ses adversaires, il essaye toujours d'être dans la retenue. Je vais vous couper la parole, je déteste ça, Jean-Yves Camus, parce que c'est la première pause dans cette émission, mais vous nous direz justement si l'époque est au populisme. Vous avez étudié notamment les droites populistes et nationalistes qui ont le vent en poupe en France, en partie avec le Rassemblement national, mais aussi un peu partout en Europe. À tout de suite sur Sud Radio, en toute vérité, avec Pascal Perrineau et avec Jean-Yves Camus. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Jean-Yves Camus et avec Pascal Perrineau. Alors on a des petits problèmes de connexion apparemment. On n'entend pas très bien Pascal Perrineau. Je vous prie de m'excuser. On va essayer de régler ce problème technique. En attendant, Jean-Yves Camus est là pour nous parler de la droite, des droites, avec cette élection LR dont on aura le résultat cet après-midi. On parlait de cette personnalité qui a priori est le favori de cette élection, Bruno Retailleau. On se demandait est-ce que c'était finalement le renouveau ou pas de LR, et vous nous disiez avant la pause, Jean-Yves Camus, peut-être qu'il lui manquait une dimension populiste. Est-ce que l'époque est à la radicalité finalement, et est-ce que Bruno Retailleau est pas dans l'époque d'une certaine manière? C'est peut-être pas mal qu'il soit pas dans l'époque. Je l'ai dit, c'est un homme de la retenue, et ce qui me frappe, c'est que lorsqu'on regarde actuellement nombre de droites, depuis la droite américaine avec le président Trump jusqu'à Georges Simeone, qui sera peut-être ce soir président de la République de Roumanie, en passant par Viktor Orban et quelques autres, le populisme, c'est en ce moment beaucoup synonyme de l'hubris, qui n'est pas, loin s'en faut, une vertu conservatrice.
Donc finalement une modestie chez Bruno Retailleau, qui effectivement est peut-être une qualité pour gouverner un pays, mais est-ce que c'est une qualité pour faire campagne et gagner une campagne? Comment vous expliquez justement que partout ailleurs en Europe, on ait ces profils avec une certaine forme d'hubris? Parce que les contextes sont très très différents. Quand on regarde la Pologne et la Roumanie, par exemple, qui votent aujourd'hui, on a des systèmes politiques qui ne sont toujours pas stabilisés 20 ans après l'entrée dans l'Union européenne. Un système partisan qui bouge énormément. Il y a des partis qui, effectivement, existent depuis assez longtemps. Le Parti national-libéral roumain existe même depuis l'avant-Seconde Guerre mondiale. Mais d'élection en élection, on voit bien quand même qu'il émerge de nouvelles forces, qu'il en disparaît, que ce paysage politique est en recomposition constante et que, finalement, les formes classiques de la droite, comme d'ailleurs les formes classiques de la social-démocratie, n'existent guère. La social-démocratie roumaine, c'est quand même largement la descendance du Parti communiste. Et certains social-démocrates roumains ne le cèdent en rien au point de vue du nationalisme à M. Simeone. Donc on a des contextes qui sont extrêmement différents. En Europe de l'Est, on a une division très forte, enfin en Europe centrale et orientale plus exactement, on a une division très forte qui moi m'inquiète beaucoup, c'est celle entre les villes et les périphéries. C'est pas un hasard si à la fois le maire de Varsovie et le maire de Bucarest sont aujourd'hui les challengers des nationaux populistes. Et cette division du pays, cette division de ces pays est extrêmement forte. On a véritablement une fracture entre des régions. Si on prend le cas de la Pologne, par exemple, les régions les plus à l'ouest sont plus volontiers libérales que les régions situées à l'est. Pourquoi ? Parce qu'elles sont plus industrialisées, plus en contact aussi avec l'Allemagne voisine, plus urbanisées. Mais il va falloir aussi s'occuper, pour que cette intégration européenne soit pleinement réussie, des zones périphériques. Qui ne sont pas des métropoles. Est-ce que ce clivage, il n'est pas propre à l'Europe de l'Est? En réalité, on le retrouve aussi en France. Christophe Guilluy a parlé de France périphérique il y a déjà bien longtemps, et c'est cette France périphérique qui vote majoritairement pour le RN. Oui, avec des différences qui sont tout de même extrêmement notables, notamment le fait, si l'on prend le cas polonais, que les zones situées les plus à l'Est, ce sont également des zones de conflit. Si l'on prend par exemple le parti Confédération, le parti le plus à droite de l'échiquier politique polonais, c'est un parti qui se distingue par un anti-ukrainisme tout à fait virulent. Alors on va dire, mais pourquoi est-ce que dans un pays où l'ennemi public numéro un est la Russie, depuis toujours, on trouve une force politique qui émarge à 15 et quelques % des voix et qui fait sa campagne contre les Ukrainiens? Eh bien parce qu'il y a toujours le souvenir, et c'est fort heureusement quelque chose qui n'est plus aussi présent dans la vie politique française, des massacres commis par les nationalistes ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale contre la minorité polonaise de Volhynie. Et ça, c'est quelque chose, enfin, je me suis rendu sur place il y a maintenant 2 ans, d'extrêmement c'est quelque spécifique, chose qui affleure toujours dans toutes les strates de la population. Pascal Perrineau, est-ce qu'on a changé d'air, et finalement, est-ce que c'est pas la principale difficulté des Républicains? Vous avez écrit vous-même plusieurs livres sur le populisme. Est-ce que l'air est au populisme, au nationalisme, au retour des nations, et est-ce que c'est ce qui explique la difficulté de LR? Bien sûr, bien au-delà d'ailleurs de la seule Europe, la manière populiste de faire de la politique a énormément progressé. Cependant, il faut faire attention. Il y a dans l'opinion, on le voit, une certaine lassitude vis-à-vis de ce style tonitruant adopté par nombre de leaders populistes. Et il y a certainement la recherche d'un profil politique plus classique. Regardez, quand vous cherchez à comprendre ce phénomène d'un sénateur de Vendée, en l'occurrence Bruno Retailleau, qui tout d'un coup est propulsé au premier plan, eh bien c'est tout simplement le fait qu'au sein du moins des électeurs de droite, il y a des gens qui se disent, au fond, la droite, elle est liée au gouvernement, et qui imaginent très mal une droite purement protestataire, une droite du yaka faudrait,
et qui sont à la recherche, en effet, d'un homme capable de renouer les liens entre la droite française et une culture de gouvernement. Certes, mais si on en croit les sondages, Bruno Retailleau a des sondages de popularité assez importants. Il a progressé, il était assez inconnu, il faut bien le dire, au début, mais quand on regarde les sondages de la présidentielle, il a du mal à passer les 10%, et finalement, c'est mieux que Valérie Pécresse, mais il est dans l'étiage de ce qu'est la droite aujourd'hui. Oui, il est en effet dans les 10%, mais vous savez, nous sommes à 2 ans de la présidentielle, de l'eau va couler sous les ponts. C'est très difficile, en effet, dans les années qui viennent, de passer de 4-5% à un score qui vous permet de vous inviter au second tour. En revanche, pour toutes celles et ceux qui tournent aux alentours de 10 à 15%, la chose sera plus aisée s'il y a une dynamique de campagne. S'il y a une dynamique de campagne. Donc, c'est une grande différence d'ailleurs avec Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez est condamné depuis des mois et des mois, quand on mesure ses intentions de vote, à osciller autour de 4-5% des intentions de vote. Bruno Retailleau fait plus du double. Donc il y a, vous savez, une présidentielle, certes, c'est des courants politiques, ce sont des tempéraments, mais ce sont aussi des hommes et des femmes, des personnalités. Et il y a, je crois, dans le moment actuel que nous traversons, une certaine correspondance entre le style de Bruno Retailleau et des attentes des couches moyennes. La population, en revanche, des employés, des ouvriers et des jeunes reste, comme vis-à-vis de tous les candidats de droite, pour l'instant, aux abonnés absents. Et il y aura certainement, si Bruno Retailleau l'emportait à la tête des LR, il y aura la nécessité pour lui de ne pas se laisser cornériser uniquement sur les thèmes de l'immigration et de la sécurité. Vous me direz, il est ministre de l'Intérieur, donc en effet, c'est dans son portefeuille, mais il faudra qu'il montre très rapidement qu'il n'est pas la caricature de lui-même ou la caricature qu'on cherche à donner de lui-même, et à faire sentir sa différence sur le terrain économique et social. Merci Pascal Perrineau, merci Jean-Yves Camus. On se retrouve après une courte pause. On continue à discuter de l'avenir de la droite en France et en Europe. Merci à tous les deux. À tout de suite en toute vérité sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec Jean-Yves Camus, spécialiste des droites radicales, et avec Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po, politologue, auteur notamment son dernier livre Le goût de la politique, mais aussi auteur de nombreux livres sur le populisme. Avant la pause, on parlait de cette droite qui finalement a du mal à exister entre le bloc central et le bloc national, mais avec peut-être un espace qui va se dessiner. Pascal Perrineau expliquait notamment qu'il y avait peut-être une opportunité en ce moment parce que les gens étaient lassés par l'hubris des nationalistes, le style fracassant notamment de Donald Trump. Ceci étant dit, est-ce qu'il n'y a pas une particularité française, Jean-Yves Camus, parce que le RN est taxé de parti populiste, parfois même de parti d'extrême droite, mais est dans une rhétorique finalement pas si fracassante que ça. On a l'impression que Marine Le Pen et Jordan Bardella veulent aussi incarner une forme de sérieux, même après le verdict qui peut-être va éliminer Marine Le Pen de la course à la présidentielle. On n'a pas eu de surenchère populiste. Alors il y a eu du côté de Jordan Bardella un certain nombre de signaux envoyés qui témoignaient d'une certaine admiration pour le trumpisme. Mais Marine Le Pen a très très rapidement douché tout espoir de voir le parti devenir une caricature française du trumpisme, précisément, pour des raisons qui tiennent à la fois à la forme. Elle a raison de penser que les Français n'aiment pas ce style-là, et au fond, parce que Marine Le Pen ne veut pas
incarner le type de désinvolture qu'on a vu dans les premiers mois du gouvernement Trump. Je pense qu'elle ne veut pas d'un secrétaire à la défense qui laisse fuiter n'importe quoi à n'importe qui. Elle ne veut pas d'une politique étrangère entre les mains de quelqu'un qui entérine des propositions qui sont inacceptables pour l'ensemble de la communauté internationale. Elle veut incarner du sérieux. C'est d'ailleurs un des reproches qu'on lui fait parfois dans son propre camp, que de vouloir être trop sérieuse et par là même de risquer de perdre l'avantage comparatif que ce parti a toujours eu par rapport à la droite, avantage comparatif qui est d'être disruptif. Et la question, c'est de savoir jusqu'où on peut être disruptif. Si l'on devient une quasi-carbone copie de ce qu'est l'aile droite des Républicains, alors à ce moment-là, les Français feront davantage confiance à une formation qui traditionnellement est associée au gouvernement. Et si jamais Marine Le Pen rompt avec la dédiabolisation qui n'est toujours pas achevée, eh bien elle ne se normalisera pas suffisamment pour passer du score qui a été le sien au second tour des présidentielles où elle s'est qualifiée, au score qui permet de gagner en 2027, soit 50% des voix plus une. Pascal Perrineau, vous avez étudié les populismes également à travers l'Europe, en Occident. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une spécificité, je vais y arriver, française, avec un parti populiste relativement raisonnable ? En effet, le national-populisme français, d'abord, est un des plus vieux nationaux populismes sur le continent européen. C'est un parti qui est là, présent sur la scène électorale depuis tout de même le début des années 80. Il a réussi à fidéliser maintenant un électorat extrêmement important. Et il faut bien reconnaître qu'il a taillé des croupières à l'électorat, dans différents électorats, mais particulièrement dans l'électorat de la droite française. Cependant, cette puissance qu'est le Rassemblement national reste une puissance solitaire. Il reste ce gros problème. Nous sommes dans un mode de scrutin majoritaire à 2 tours pour une élection présidentielle qui reste le problème des alliances. Et on l'a vu de manière criante au second tour des dernières législatives. Ça n'est pas un parti qui, en dépit de ses efforts et en dépit, en effet, de la création de ce petit allié ciotiste, ça n'est pas un parti qui a réussi à s'inscrire dans une alliance crédible et durable. Pourquoi est-ce qu'il fonctionne en Italie, par exemple, ne fonctionne pas en France ? Bien sûr, le mode de scrutin n'est pas le même. Il n'y a pas de présidentielle en Italie. Le scrutin italien reste un scrutin proportionnel. Les règles du jeu sont différentes. L'habitude aussi des relations des différents partis avec les partis que l'on qualifie rapidement d'extrême droite ou nationaux-populistes n'est pas la même qu'en France. Il n'y a pas du tout les mêmes traditions politiques. Et donc, en France, il reste une fenêtre d'opportunité, si on peut dire, pour le retour d'une droite de gouvernement qui, elle, peut se poser le problème des alliances. Et d'ailleurs, dans le combat actuel entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, on voit qu'il y a un candidat qui est plus à l'aise pour incarner une alliance de second tour qui pourrait l'amener à une coalition victorieuse, c'est Bruno Retailleau, tout simplement parce qu'il est dans le gouvernement et qu'il accepte en effet de gouverner avec des forces politiques avec lesquelles il n'est pas tout à fait en accord, mais il a fait compromis. Et on voit bien que Wauquiez, lui, est sur des positions apparemment
verbalement de refus du compromis. Mais une élection présidentielle, ça se gagne avec au second tour un compromis. Vous savez qu'on soit le Parti socialiste à gauche, les Républicains à droite, ou jadis même le général de Gaulle au sein de la droite française. Oui, toute la difficulté est d'être au second tour, ce qui n'est plus arrivé depuis un moment à la droite classique. Mais justement, et c'est l'actualité du jour, cette élection LR, est-ce que finalement leur chance, c'est qu'il y ait un espace qui se libère? Le Rassemblement national avait une candidate naturelle qui était Marine Le Pen. Celle-ci pourrait être empêchée. Pour l'instant, tous les sondages semblent indiquer que Jordan Bardella fait au moins aussi bien. Mais est-ce qu'encore une fois, il faut se fier au sondage, ou est-ce que ce changement de scénario pourrait rebattre les cartes politiques? Ce changement de scénario crée un trouble. On le voit, on le sent, même électoralement. C'est la première fois depuis longtemps qu'au sein même du Rassemblement national, il y a une turbulence qui est une turbulence profonde. Pour l'instant, ça n'a pas dégénéré. Bardella est sorti du bois, a laissé entendre qu'il pourrait être un candidat crédible. Pour l'instant également, Marine Le Pen réagit avec beaucoup de calme, mais on voit bien que ça y est, le ver est dans le fruit. Et qu'entre celles et ceux qui vont soutenir jusqu'au bout le retour de Marine Le Pen et celles et ceux qui vont s'efforcer de promouvoir l'arrivée de la météorite Bardella, il va y avoir un affrontement et un trouble. Et ce qui faisait la force de l'électorat du Rassemblement national, c'est qu'il y avait un chef, et puis maintenant une patronne. Là, maintenant, pour les électeurs, on le voit bien, il y a un trouble, il y a deux patrons, il y a une leader naturelle qui n'est plus la candidate tout à fait naturelle, il y a un jeune dont on se posera à un moment la question tout de même, quel est le passé politique, professionnel, les compétences d'un homme comme Jordan Bardella. C'est là où, après avoir découvert les avantages de la jeunesse, on découvrira peut-être les inconvénients de la jeunesse et de l'impréparation. Jean-Yves Camus, est-ce que Jordan Bardella est aussi fort que le disent les sondages, ou est-ce qu'il peut y avoir vraiment un trouble à l'intérieur du Rassemblement national? Pascal Perrineau disait qu'il y avait un candidat naturel. Je dirais même qu'il y avait un binôme peut-être naturel avec une Marine Le Pen qui avait un fort ancrage dans les classes populaires et un Jordan Bardella qui semblait vouloir conquérir peut-être une droite plus classique. À partir du moment où ce binôme n'existe plus, est-ce que le parti est réellement affaibli? Est-ce qu'un espace se libère pour la droite LR, par exemple? Alors, à ce jour, le binôme existe encore. Et même si Marine Le Pen voyait tomber à l'été 2026 un verdict en appel qui lui soit éminemment défavorable, après tout, ce binôme pourrait bien durer encore. Le seul problème, c'est que le timing est très mauvais. Parce que si jamais le verdict tombe à la rentrée judiciaire de l'été 2026, il faudra que le RN en tire tout de suite les conséquences. Et là, il y a deux cas de figure. Ou bien Marine Le Pen voit la sanction de première instance confirmée et elle est obligée vraiment de se mettre en retrait. Elle ne peut pas être candidate. Ou bien alors, elle voit l'exécution provisoire tomber et elle peut être candidate, mais on aura toujours un Jordan Bardella qui, quand même, pense sérieusement à la présidentielle. Et puis, ce sera tard, c'est tard, la rentrée 2026, pour mettre en branle tout un appareil de campagne dans un parti politique qui a toujours été, on va dire, un peu fébrile en période de campagne, parce qu'il manque toujours de relais, d'encadrement, de cadres dans certaines régions, parce qu'il a toujours des difficultés à mobiliser de la technicité pour élaborer son programme. Ce sont des groupes de travail à mettre en place, c'est un programme à sortir, c'est une équipe de campagne à mettre en place qui gère toutes les sensibilités. Bref, par rapport à un Bruno Retailleau qui
qui peut-être sera déjà sur le devant de la scène depuis un petit peu plus d'un an, c'est compliqué à rattraper. C'est là qu'il y a une fenêtre, incontestablement, pour celui qui ce soir prendra la tête des Républicains. Eh bien, on le saura ce soir. En attendant, c'est la dernière pause dans cette émission. On se retrouve pour la conclusion de cette émission sur Sud Radio, en toute vérité, avec Pascal Perrineau et Jean-Yves Camus. À tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio pour parler de l'avenir de la droite en France et aussi en Europe. C'est ce soir qu'on connaîtra le nouveau président des Républicains, Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez. Mais c'est un dimanche très politique partout en Europe, puisqu'on a un premier tour d'élection présidentielle en Pologne, on a un second tour d'élection présidentielle en Roumanie, et on a une élection législative au Portugal, avec à chaque fois une droite radicale plutôt bien placée. Donc est-ce que ce sont des situations extrêmement spécifiques et différentes, ou est-ce qu'il y a quand même un mouvement de fond, Jean-Yves Camus? Ce sont à la fois des situations spécifiques et un rapport de force qui a changé sur les 20 dernières années entre les partis libéraux et conservateurs qui formaient la droite dite de gouvernement, et puis des formations populistes qui d'ailleurs souvent sont des météores. Ce ne sont pas toujours les mêmes formations populistes. En Roumanie, ça a été le parti Robadia Mare, le parti de la Grande Roumanie dans les années 90. Et puis après la révélation du passé de collaborateurs de la sécurité d'un certain nombre de ses chefs, c'est aujourd'hui l'AUR de M. Simeone. On voit quand même que cette droite conservatrice est à la fois favorisée auprès d'une partie des électeurs par l'habitude qu'elle a de gouverner, et j'allais dire le côté rassurant de savoir que ces partis ont un rapport au pouvoir, un rapport à l'élaboration d'un programme, à la prévision des actes de gouvernement qui effectivement est plutôt rassurant, qui leur donne une apparence de solidité, et puis d'un côté une volonté que les populistes captent bien de renverser un petit peu la table, à la fois vis-à-vis des contraintes issues de l'Union européenne, et puis aussi, et ça c'est un thème qui monte, par rapport à ce qu'ils appellent le gouvernement des juges, c'est-à-dire à toutes ces invalidations de candidature, à toutes ces enquêtes menées sur tel ou tel parti ou tel candidat sur des affaires de corruption ou de corruption supposée. Et puis il y a cette prétention parfois à se mettre en travers de la volonté populaire par des décisions de justice qui peuvent d'ailleurs revenir comme un boomerang. Justement, oui, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur le cas de la Roumanie, parce que avec quelque chose d'inédit. Alors en France, Marine Le Pen pourrait être empêchée. Là, on a un premier tour d'élection présidentielle qui a été annulé il y a quelques mois en Roumanie, avec le candidat Georgescu, qui non seulement le premier tour a été annulé, mais le candidat a été empêché de se représenter. Et finalement, Simeone, qui est son suppléant d'une certaine manière, mais en tout cas ils sont alliés, fait au premier tour le double du score de ce qu'avait fait Georgescu. Donc il y a visiblement en Roumanie un effet boomerang qui, loin d'empêcher la droite dite radicale d'arriver au pouvoir, semble lui permettre de doubler encore son score et d'être sans doute la favorite du second tour. On verra ce soir ce qu'il en est. Est-ce que là il peut y avoir le même, d'abord, qu'est-ce que vous inspire la situation en Roumanie, et est-ce que l'empêchement de Marine Le Pen peut avoir le même type d'effet boomerang en France? Oui, mais dans des contextes différents. En Roumanie, on est toujours marqué par le fait que, il faut quand même rappeler la spécificité de ce pays, qui n'a jamais été une vraie démocratie, ni depuis, ni entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la chute de Ceausescu, ni même avant la Seconde Guerre mondiale. Entre 1920 et 1940, la Roumanie est ballottée de gouvernement en gouvernement. La violence politique est extrêmement forte. Elle touche d'ailleurs à l'époque plutôt le parti le plus à l'extrême droite de l'échiquier politique. Donc, chez les Roumains aujourd'hui, il y a quand même, comme dans l'ensemble de cette partie de l'Europe, une
une volonté de ne plus voir se dresser d'obstacles, quels qu'ils soient, à la volonté populaire. Parce qu'on a connu effectivement un communisme qui a bridé toute forme d'expression démocratique, et on n'a pas envie de voir qui que ce soit se mettre en travers de cette possibilité de s'exprimer. En France, c'est un petit peu différent. En France, c'est un peu différent parce que, me semble-t-il, le verdict qui a touché Marine Le Pen est d'autant plus dur que la stratégie de défense adoptée par le parti dans le procès de première instance n'a pas été pensée correctement. Elle aurait pu être autre. Le parti aurait pu expliquer aux magistrats qu'effectivement il y avait d'une part une partie de méconnaissance des mécanismes institutionnels, et d'autre part que finalement, quand on travaille au Parlement européen, on travaille aussi pour des objectifs de politique nationale. Je ne veux pas dire que tout le monde fait cela, mais ils auraient pu expliquer, écoutez, finalement c'est un petit peu la règle du jeu. On a eu, au lieu de ça, des gens qui s'avançaient à la barre, qui étaient sommés donc de fournir des explications sur l'emploi qu'ils avaient été occupés, et qui étaient infichus de sortir qui un bout de papier, qui un simple mail pour expliquer ce qu'ils avaient fait, et qui, pour certains d'entre eux, ne pouvaient même pas expliquer véritablement comment ils avaient été embauchés et pour qui ils travaillaient. Donc, la décision de justice, elle est, je crois, l'expression par les magistrats du sentiment que on se fichait un petit peu d'eux. Voilà. Donc il existe une possibilité, si cette stratégie de défense est revue et présentée avec un petit peu plus de sérieux, un petit peu plus de consistance dans le procès d'appel, voilà, que les juges peut-être décident autrement. Mais il y a eu une forme d'impréparation. Moi j'ai l'impression que ce procès n'a pas été pris véritablement au sérieux. Et que l'épée de Damoclès n'était même pas considérée. Pascal Perrineau, sur cette question de la justice et plus largement de l'état de droit qui dépasse peut-être à mon avis le cas Marine Le Pen. On voit qu'elle est très importante en Roumanie, mais peut-être elle se pose aussi en Europe occidentale. On l'a vu d'ailleurs même aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est la démocratie aujourd'hui? Est-ce que c'est l'état de droit ou est-ce que c'est la volonté populaire? Et est-ce qu'il y a, d'une manière générale, chez les peuples européens, occidentaux, la volonté de reprendre le pouvoir, de refaire davantage de politique? Et est-ce que c'est ça qui explique aussi la percée des populistes un peu partout? En effet, peu à peu, l'appareil judiciaire et la justice ont été perçus dans les différentes opinions publiques comme faisant partie de ce système, de cet établissement que les leaders populistes ne cessent de condamner. Quel que soit, j'allais dire, le bien fondé de certaines décisions de justice, et j'écoutais attentivement ce que vient de dire Jean-Yves Camus sur la décision qui a été prise à l'encontre de Marine Le Pen, il faut bien reconnaître, on peut dire en effet que la décision de justice a été sévère, mais il faut bien reconnaître que la manière dont se sont comportées les différentes personnes inculpées vis-à-vis des juges a beaucoup contribué à faire que la condamnation soit sévère. Parce qu'on avait l'impression d'hommes et de femmes politiques qui s'asseyaient littéralement sur les règles de droit. Or, vous me posiez la question, la démocratie, c'est bien sûr l'exercice de la volonté populaire, comme le dit la Constitution de la 5e, non seulement par les élections, mais aussi par le référendum, par la voie du référendum, et c'est aussi bien sûr l'état de droit. L'état de droit a été, j'allais dire, la base de grands progrès juridiques. Il suffit de regarder la manière dont le Conseil constitutionnel est monté en puissance tout au long de la Ve République pour s'apercevoir que d'une certaine manière, la démocratie de la Ve s'est améliorée aussi, certes, par une expression extrêmement certains considèrent que c'est un progrès, d'autres considèrent que c'est une entrave à la volonté populaire. En tout cas, elle n'avait pas été pensée comme ça par le général de Gaulle. Je parle sous votre contrôle. Tout à fait. Tout à fait. Mais on peut considérer que la justice constitutionnelle peut jouer, on l'a vu sur la défense des libertés, on le voit en Allemagne par exemple pour préserver et lutter contre les partis extrémistes,
la justice constitutionnelle peut jouer un rôle qui est un rôle sain. Il y a, des règles fondamentales qui sont les règles constitutionnelles et les grands principes généraux du droit qui constituent un cadre général dans lequel s'exprime la démocratie. Donc la démocratie, une démocratie saine, j'allais dire, ce sont les deux, à la fois l'état de droit et une démocratie qui est une démocratie qui s'exprime sur un registre pluriel. C'est-à-dire pas simplement sur le terrain des élections législatives, mais sur le terrain du référendum, mais sur le terrain également de l'expression d'une démocratie qu'on pourrait appeler une démocratie davantage participative, et on le voit de plus en plus dans les démocraties européennes. C'est-à-dire il faut certainement, pour répondre à la crise de la démocratie, avoir une conception de ce que certains appellent, et en particulier un grand professeur de droit en France, la démocratie continue. Il faut en effet que cette démocratie, par la voie du référendum, par la voie de la démocratie d'opinion, comme on dit, puisse être une démocratie qui est une démocratie continue, afin que le peuple n'ait pas l'impression qu'on lui confisque la parole et qu'il n'a que son mot à dire tous les 5 ans. Il nous reste simplement 30 secondes sur le verdict du procès Le Pen. Est-ce qu'il peut y avoir un effet boomerang favorable au Rassemblement national, ou est-ce que au contraire ça crée un espace pour la droite traditionnelle? Vous avez peu de temps, mais ce sera la conclusion de l'émission. Très brièvement, pour l'instant, on a l'impression que cette décision judiciaire n'a pas été d'abord très habilement exploitée par le Rassemblement national. Souvenons-nous de l'échec de sa grande réunion aux Invalides à Paris. Et quand on regarde les sondages d'opinion, on a plutôt l'impression que ça crée une zone de fragilité que la droite de gouvernement peut exploiter dans les mois qui viennent. Eh bien, c'est ce que nous verrons avec tout de suite, ce soir, un premier élément de réponse avec l'élection de LR. On aura l'occasion d'en reparler, de vous réinviter, Jean-Yves Camus et Pascal Perrineau. Merci d'avoir été avec nous. Désolé pour les problèmes de son en début d'émission. Je vous laisse avec les informations et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité.